Le Texas est sans doute le seul État des États-Unis où les habitants se sentent plus patriotes envers leur État qu'envers leur pays. L'État de l'étoile solitaire a certainement de quoi être fier. Synonyme de l'Ouest américain, c'est le deuxième plus grand État par superficie et population et possède la deuxième économie parmi les États. Aucun État ne symbolise autant l'esprit américain que le Texas. Ainsi, l'idée d'une sécession du Texas attire toujours l'attention. Un sondage réalisé en 2016 a révélé que 40% des Texans auraient soutenu la sécession du Texas des États-Unis si Hillary Clinton avait remporté l'élection cette année-là. Et depuis, des sénateurs de l'État ont proposé plusieurs initiatives référendaires concernant la question de la sécession. Un soi-disant Texas indépendant est difficile à imaginer, mais serait-il réellement possible pour le Texas de faire sécession aujourd'hui? Et pourrait-il vraiment survivre en tant que pays indépendant s'il le faisait? Eh bien, avant de parler des raisons pour lesquelles certains Texans veulent faire sécession des États-Unis, nous devons parler de la fois où ils ont effectivement fait sécession de leur pays, du moins avec succès. Après que le Mexique a obtenu son indépendance de l'Espagne lors de la guerre d'indépendance mexicaine en 1821, il a rencontré un problème. Les Comanches, entre 20 000 et 40 000 à leur apogée, contrôlaient de vastes territoires des plaines du Sud, dont le Texas, et attaquaient souvent les terres mexicaines, tuant leurs habitants. Pour aider à repousser ces attaques et attirer des colons, le Mexique a permis à des étrangers de s'installer dans la région et a mis en place le système des empresarios, selon lequel un colon se voyait promettre des terres s'il parvenait à convaincre un certain nombre de personnes de s'y installer également. Le plan a réussi mais a causé un nouveau problème. Les colons américains, arrivant principalement illégalement, étaient plus de 7 fois plus nombreux que les Mexicains au Texas, à la veille de la Révolution texane en 1835. Les colons américains ne se sont pas assimilés comme le souhaitait le Mexique, n'apprenant pas la langue, ne se convertissant pas au catholicisme et ne respectant pas les lois, notamment l'interdiction de l'esclavage. Ces différences et le leadership autoritaire du président mexicain ont mené à la Révolution, permettant au Texas d'obtenir rapidement son indépendance. Après être devenu un pays, les dirigeants texans ont vite voté pour demander l'annexion aux États-Unis. Il peut sembler étrange que le Texas veuille perdre sa souveraineté juste après l'avoir acquise, mais c'était dans son intérêt. Le Mexique ne reconnaissait pas le Texas comme un pays indépendant, mais plutôt comme un État mexicain ayant un niveau d'autonomie plus élevé et une voie vers l'indépendance. Les Texans savaient que cette voie pouvait être fermée. Ils espéraient que la protection américaine les défendrait des incursions mexicaines et des raids comanches persistants. La plupart des Texans étaient déjà américains et souhaitaient vivre dans le pays qu'ils venaient de quitter. Après 10 ans de débats au Congrès sur le risque de guerre avec le Mexique et les effets de l'annexion sur la question de l'esclavage, le Texas devient officiellement un État. Cette histoire explique en grande partie l'esprit d'indépendance des Texans. Le Texas est né d'une révolution et partage les convictions fondatrices de l'Amérique en 1776. L'histoire du Texas est plus passionnante que celle de la plupart des États, et il veille à ce que son peuple s'en souvienne. Il s'assure que leurs élèves se rappellent l'Alamo et Goliad, et prêtent chaque jour allégeance aux drapeaux américains et texans. Ils ont nommé leurs plus grandes villes, comtés et universités d'après leur père fondateur. Le Texas possède une identité qui, bien que partiellement intégrée à la culture américaine, lui reste propre, ce qui est essentiel pour qu'un État puisse s'envisager la sécession. Une étude menée par l'Université méthodiste du Sud à Dallas a révélé qu'à travers le monde, le soutien à la sécession chuterait en moyenne de près de 7% si l'identité régionale correspondait à l'identité nationale. L'étude montre aussi que le soutien à la sécession triple pour atteindre en moyenne 20% en cas de différence culturelle au sein d'une région. Ainsi, le fort sentiment d'identité du Texas lui confère une inclination naturelle plus élevée à soutenir la sécession. Et les divergences politiques qui se produisent actuellement à travers l'Amérique ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le Texas n'est pas le seul État touché par la polarisation, ni à connaître un mouvement de sécession. Et il n'a même pas le dossier le plus solide pour cela. Cet honneur reviendrait au dernier État américain, Hawaï. Certains Hawaïens autochtones soutiennent que l'annexion d'Hawaï était illégale, car elle s'est faite par résolution et non par traité, comme requis. Imaginez si Joe Biden signait une loi admettant le Groenland comme 51e État sans leur demander leur avis. Cela, ajouté au fait que le Congrès a reconnu que le royaume d'Hawaï n'avait jamais formellement abandonné sa souveraineté, explique pourquoi les militants estiment qu'ils devraient bénéficier dans les îles d'une autonomie plus large que celle des autres États. Certains Hawaïens autochtones veulent l'indépendance totale des îles, mais beaucoup préfèrent la restitution de terres et plus d'autonomie sur celle-ci. Si un État a un argument juridique en faveur de la sécession, c'est bien Hawaï, même si la plupart ne la recherchent pas.
De retour sur le continent, la Californie a également flirté avec l'idée de la sécession. Le mouvement a commencé en 2015 avec Yes California, un mouvement conservateur qui voulait redéfinir la relation de la Californie avec le reste du pays et en faire, je cite, une nation dans la nation. Ils soutiennent que la Californie a une histoire unique et une économie suffisamment solide pour se débrouiller seule. Et ils n'ont pas tort sur le plan économique. La Californie a un PIB de 3,7 billions de dollars, ce qui en fait techniquement la 5e plus grande économie du monde, et elle serait le 38e plus grand pays en termes de population si elle était indépendante. Certains Californiens ont eu le sentiment que leurs convictions n'étaient plus bien représentées et voulaient en partir. Même avec cette motivation supplémentaire pour faire sécession, la plupart des Californiens ne soutiendront tout simplement pas cette idée. Après l'élection de 2016, le soutien à la sécession était de 32%, soit 12 points de plus qu'il y a 3 ans. Aucune initiative en faveur de la sécession ou d'une relation négociée avec les États-Unis n'a été inscrite au bulletin. Et le soutien à la sécession est tombé à 14%. Les mouvements sécessionnistes n'ont pas besoin de beaucoup de soutien, surtout si leurs objectifs n'incluent pas vraiment la sécession. En 1982, la patrouille frontalière fédérale des États-Unis a installé un barrage à l'unique entrée terrestre de Key West, menaçant l'industrie touristique locale. Après avoir échoué à obtenir le soutien des tribunaux pour faire retirer le barrage, le maire de Key West a dû trouver un autre moyen de lutter contre ce barrage. Il a décidé que la meilleure option pour Key West était un coup de publicité. Il s'est proclamé Premier ministre du nouvel État indépendant, la République de Conche, et a mené une guerre fictive contre... Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Frappant un homme déguisé en officier de la marine avec une miche de pain. Le maire s'est rendu aux autorités et a demandé 1 milliard de dollars d'aide de guerre. Il n'a pas eu l'argent, mais la publicité a amené la police des frontières à lever le barrage. C'est la seule sécession réussie des États-Unis, selon le point de vue. D'autres mouvements de sécession existent dans d'autres États. Le Parti de l'indépendance de l'Alaska est un troisième parti libertarien fondé pour promouvoir une sécession pacifique des États-Unis, estimant que Washington ignore les besoins et opinions des habitants de l'Alaska. Il y a beaucoup de similitudes entre les mouvements de sécession à travers le pays. À l'exception d'Hawaï et de la Californie, la plupart des partisans de la sécession sont conservateurs et motivés par l'idée que le gouvernement fédéral détient trop de pouvoir sur leur État au détriment du peuple. Plusieurs de ces mouvements, en particulier les plus conservateurs, pensent que l'effondrement des États-Unis est inévitable et que leur État finira de toute façon par devenir indépendant. Tous ces mouvements de sécession modernes ont été non violents, sauf le Texas à un moment donné. Ce moment a eu lieu lors de la 3e tentative de sécession dans les années 90 menée par la République du Texas, un groupe de l'ouest du Texas jugeant l'annexion de l'État illégitime. Ils ont donné au gouverneur un avis d'expulsion et poursuivi le gouvernement fédéral pour 93 000 milliards de dollars de réparation. L'organisation a chuté quand son fondateur et des partisans ont pénétré par effraction dans une maison jugée stratégique et pris ses occupants en otage. Les 2 otages, les preneurs et leur chef se sont rendus. L'année suivante, le groupe a été démantelé pour avoir planifié l'assassinat de Bill Clinton et d'autres responsables. La République du Texas a disparu peu après ces actes de terreur, remplacés des années plus tard par le mouvement nationaliste texan. Au lieu de lutter pour l'indépendance par des procès ou des armes, les nationalistes texans suivaient la stratégie du Brexit. Ils gagnent peu à peu le soutien public et politique grâce à la communication et en recourant à des initiatives populaires pour renforcer leur cause. Le Texas ne peut pas quitter les États-Unis par une simple initiative populaire. Mais le groupe espère qu'un vote favorable pousserait Washington à examiner la question. Le groupe affirme compter 425 000 membres
et que certains politiciens et responsables soutiennent le mouvement en privé. Depuis sa fondation il y a presque 20 ans, le mouvement nationaliste texan a réalisé des progrès notables. En 2009, le gouverneur du Texas a laissé entendre que l'État pourrait essayer de faire sécession si Washington l'agaçait trop. En 2021, un sénateur a dit que le Texas pourrait quitter l'Union si la situation devenait critique pour les républicains. Le Parti républicain de l'État a affirmé dans son programme que le Texas avait toujours le droit de faire sécession s'il le souhaitait. Et un futur scrutin pourrait inclure une question hypothétique et non contraignante demandant aux électeurs républicains s'ils soutiendraient la sécession d'avec l'Amérique. Un sondage de 2022 a révélé que 60% des Texans étaient favorables à quitter pacifiquement l'Amérique pour former leur propre pays avec d'autres États. Bonne nouvelle pour les indépendantistes, mais beaucoup ne le soutiendraient sans doute pas si la sécession devenait vraiment possible au lieu d'une idée abstraite. Même s'ils le voulaient, le droit constitutionnel l'interdit. Le gouvernement affirme que les États ne peuvent légalement quitter l'Union d'eux-mêmes. Cependant, vous pourriez être surpris d'apprendre que la Constitution elle-même ne le dit jamais. Elle compte 7500 mots et n'évoque jamais la sécession, même dans les amendements adoptés après la guerre de sécession, alors que c'était le moment le plus pertinent pour l'aborder. Non, c'est la Cour suprême qui a jugé la sécession illégale. Dans l'affaire Texas contre White, elle a statué que le Texas ne s'était jamais juridiquement séparé de l'Union pendant la guerre. Un État ne peut quitter l'Amérique que par une révolution réussie ou avec l'accord du gouvernement fédéral. Ironiquement, le Texas affirmait ne jamais s'être séparé pour récupérer les obligations fédérales vendues par le gouvernement confédéré durant la guerre. Le Texas ferme logiquement la porte à la sécession tout en cherchant de l'argent, mais les sécessionnistes ignorent la décision dans l'affaire White. Ils soutiennent que l'affaire a été jugée pour maintenir le Texas dans l'Union, et non selon une lecture équitable de la Constitution. La sécession serait garantie, selon eux, par le 10e amendement, qui précise que le gouvernement n'a pas de pouvoir qui ne découle pas de la Constitution. En l'occurrence, la question de savoir quand un État peut quitter l'Union relève des États et du peuple. Un gouvernement d'État devrait seulement avoir le consentement de son peuple pour quitter l'Union. Pourtant, les texateurs devront mener une lutte difficile pour que le Congrès accepte cela. S'ils échouent, ils doivent obtenir l'accord des 2/3 des deux chambres du Congrès et de 38 États pour partir, ce qui reste une tâche ardue. Le Texas représente près de 9% de la population américaine, 7% de sa superficie, 8,5% de son PIB, ainsi que 40% et 25% de ses réserves de pétrole et de gaz naturel respectivement. Aucun homme politique ne veut être celui dont on se souviendra comme la personne qui a laissé l'Amérique perdre tout cela. Les républicains sont encore plus incités à voter contre le départ du Texas, car cela leur ferait perdre 2 sièges sûrs au Sénat américain, une douzaine de représentants au Congrès et toute chance de remporter la Maison-Blanche à l'avenir. En résumé, Washington n'accepterait pas qu'un État suffisamment grand pour survivre seul fasse sécession. Si l'indépendance par le Congrès est impossible au Texas, qu'en est-il d'une rébellion armée ? Le Texas a plus d'1 million d'armes enregistrées. Le Texas compte 2 fois plus d'armes enregistrées que la Floride, deuxième État le plus armé, et son armée dispose d'un budget de 1,85 milliard de dollars. Cette option est encore moins probable. L'Amérique dépense plus pour son armée que les 10 plus grandes armées suivantes réunies. Une autre guerre de sécession pourrait causer beaucoup de dégâts et faire de nombreuses victimes, mais le Texas perdra cette guerre à coup sûr. Aucun État, même le Texas, ne quittera l'Amérique sans son accord. Mais que se passerait-il si on les laissait partir? Et si l'Amérique respectait les souhaits du Texas sécessionniste, ou décidait d'en avoir assez, et votait pour expulser le Texas des États-Unis? Ou que se passerait-il si le Texas, avec plusieurs autres États, décidait de quitter les États-Unis et s'unissait pour voter tous ensemble leur départ, dissolvant ainsi les États-Unis en une douzaine de nations ou plus? Ces deux scénarios d'un monde post-américain, l'un avec la disparition du gouvernement des États-Unis au profit de petites républiques, l'autre avec l'Amérique existant encore face à la République du Texas, ont des conséquences très différentes pour la survie du nouveau pays sécessionniste. Et comme on pourrait s'y attendre, la deuxième option serait bien pire. Pour dissuader d'autres États de quitter l'Union et faire du Texas un exemple, l'Amérique imposerait au Texas des conditions de départ très dures. La nouvelle République serait fortement endettée pour payer les États-Unis pour la reprise de ses bases, parcs nationaux et 2,9 millions d'acres de terres fédérales, ainsi que sa part de la dette nationale. Environ 2,8 billions de dollars si l'on se base sur sa part du PIB américain. Les États-Unis chercheraient aussi à définir leur relation avec le Texas tant qu'ils détiennent le pouvoir, essayant d'accéder à bas prix ou de contrôler les réserves texanes de pétrole et de gaz. Même dans un scénario post-Amérique où ils seraient mieux placés que d'autres et éviteraient une partie de la dette, le nouveau pays perdrait l'aide fédérale.
Les subventions fédérales constituent un tiers du budget texan, dont 60% de son budget de santé et de services sociaux. Le gouvernement aide le Texas à se relever des catastrophes naturelles, notamment en accordant 15 milliards de dollars après que l'ouragan Harvey a frappé le sud-est du Texas en 2017. Le gouvernement fédéral finance également des programmes sociaux importants au Texas, comme la sécurité sociale, Medicare et Medicaid. Un Texas indépendant devrait choisir entre augmenter les impôts pour compenser cette perte ou réduire ou supprimer les principaux programmes sociaux dont dépensent les Texans. Le Texas doit aussi craindre le départ de grandes entreprises. Le Texas abrite le plus grand nombre d'entreprises du Fortune 500 aux États-Unis et plus de 150 grandes entreprises y ont récemment déplacé leur siège social. Cela s'explique par le fait que le Texas offre de nombreux avantages aux entreprises, notamment l'absence d'impôts sur le revenu des particuliers ou des sociétés, des terrains et des logements moins chers, un coût de la vie plus bas, ainsi qu'un secteur technologique en développement avec beaucoup de talent pour occuper ces emplois. L'indépendance pourrait faire disparaître certains avantages et entraîner de nouveaux problèmes liés à le fait d'être séparé des États-Unis. La plupart des entreprises actuellement présentes au Texas choisiraient probablement de retourner rapidement aux États-Unis après la sécession, ce que nous avons en quelque sorte observé lors d'une tentative de sécession de l'autre côté de l'Atlantique, lorsque la Catalogne a essayé de quitter l'Espagne, plus de 700 entreprises ayant quitté la région après leur référendum. Mais le Texas irait mieux dans un monde post-américain. Le Texas serait plus fort que la plupart des nouveaux pays, mais ces derniers tenteraient d'attirer les grandes entreprises par des baisses d'impôts et de nouvelles politiques. Le Texas pourrait perdre ses entreprises, voire des industries entières, au profit d'États comme la Californie ou New York. Cependant, certains facteurs avantagent le Texas. Tout d'abord, le Texas commencerait avec une économie massive, avec un PIB de 2,35 billions de dollars, ce qui en ferait la 8e plus grande économie du monde. Et 9% de cet argent, soit 153 milliards de dollars au total, provient du pétrole et du gaz. Et en tant que pays indépendant, il serait respectivement le 4e producteur mondial de pétrole et le 3e producteur mondial de gaz naturel. Le Texas indépendant deviendrait un acteur majeur du commerce mondial de l'énergie et un fournisseur clé de pétrole et de gaz pour l'Amérique ou l'après-Amérique. L'énergie contribue à la force du commerce international du Texas. Le Texas a exporté 375,3 milliards de dollars en 2021, soit plus, du double des exportations de la Californie. Ce chiffre a augmenté de 29% pour atteindre 485,6 milliards de dollars en 2022. Mais l'inconvénient, c'est qu'importer deviendra vite plus difficile. Les États-Unis ont actuellement des accords de libre-échange avec 20 pays, dont le Mexique, le Canada, la Corée du Sud, Oman et la plupart des pays d'Amérique latine. Les accords de libre-échange facilitent et réduisent le coût des échanges avec d'autres pays. Le Texas devrait tous les abandonner ou les renégocier. Sans la richesse et la puissance collective des États-Unis, le Texas aurait sans doute de moins bons accords qu'avant son indépendance. Toutefois, son économie intérieure reste solide. Une personne ignorant l'économie texane pourrait craindre sa dépendance au pétrole et au gaz naturel. Ces produits sont souvent soumis à des cycles de forte et de faible demande, ce qui rend les pays qui en dépendent, comme le Venezuela, extrêmement vulnérables lorsque les prix baissent. C'est quelque chose dont le Texas n'aurait pas à s'inquiéter. Son économie diversifiée peut résister aux baisses des prix du pétrole et du gaz. L'industrie manufacturière, l'immobilier et les services aux entreprises emploient des millions de personnes et génèrent des milliards pour l'économie texane. Bien sûr, rien de tout cela n'arrivera probablement. Malgré la force de l'économie texane et la fierté et l'esprit d'indépendance de ses habitants, la plupart ne souhaitent pas quitter les États-Unis. Les réserves concernant les autres convictions des sécessionnistes, la compréhension qu'ont la plupart des gens de la faisabilité juridique et pratique d'une sortie réussie de l'Union, et le simple fait que la plupart des Texans sont fiers d'être américains font qu'il est peu probable que le sécessionnisme devienne un jour l'opinion majoritaire au Texas. C'est probablement mieux ainsi aussi. Si l'Amérique devenait trop faible et divisée pour empêcher un État de partir, cela poserait problème à tous. Merci d'avoir regardé.